Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Salut, c'est Al, et avant le début de cet épisode, je tenais à vous prévenir qu'on a eu des petits problèmes de son. Donc voilà, le son est un peu moins bon que sur les autres épisodes, et ça reviendra à la normale dans les prochains épisodes. Voilà, ça arrive, je tenais à vous prévenir, en espérant que vous passerez un bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, juste comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? J'ai froid, mais pareil. mais écoute, je préfère avoir froid que chaud, donc ça va. Je suis bien, je dors bien. On en reparle dans quelques semaines quand il fera moins, je sais pas combien. Mais écoute, j'ai une question pour toi, Ista. Une question. Ouais, est-ce que t'es un peu, j'allais dire nauséeux, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce que t'es dégoûté facilement, toi? Je pensais, mais pas tellement. Genre toi, si tu vois des trucs un peu dégueulasses, de la chair ou quoi, des films un peu gore, ça te... Bah normalement, ouais, mais de moins en moins, je crois que je commence à me habituer à faire des trucs dégueux. Ouais. À la base, je sais que j'aime même pas trop la vue du sang, tu vois. Ouais. Plus je vois des films un peu d'horreur et tout, moi, ça me fait quelque chose. Mais est-ce que c'est... Mais dans la vraie vie ou dans le... Dans la vraie vie, c'est vrai. Non, j'aime pas le sang dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'aime pas le sang. Mais dans les films aussi, ça te rebutait un peu, quoi. Ouais, mais... moi, autant je me dis c'est de la bolognaise. Ok, ouais. Et ça passe. Moins depuis que t'as pris la substance et du coup maintenant C'est ça, exactement. Tu te sens beaucoup plus prêt à affronter les choses, quoi. Exactement. Ah putain. Parce que toi, t'es... Ah moi, non. T'es sensible? Non, moi aussi le sang peut être un peu, mais dans la vraie vie, bon, dans les films, rarement, mais c'est vrai que dans la vraie vie, un peu de sang et tout, ça peut me faire un peu mal. Mais sinon, je crois pas être un mec qui est dégoûté facilement ou quoi. Mais c'est peut-être des trucs, tu vois, plus c'est montré, moins ça m'effraie en général. Tu sais, au cinéma. Ouais, y a pas de ça aussi, je pense. C'est des trucs un peu, tu vois, j'ai par exemple avec Terrifier. Là, il y a un film qui est sorti, qui est assez violent et tout, qui a des décapitations et tout. Et en fait, ça me fait rien, en fait, tu vois. Mais il y a une scène dans le film, qui est la scène qui me fait un peu plus, tu vois, grincer des dents. Mais c'est une scène, c'est la seule scène suggérée un peu du film, tu vois. Où c'est pas montré, tu vois. Ah, C'est une femme qui, avec un bout de verre, va se mettre le bout de verre dans ses parties, tu vois. Et c'est, oui, tu vois. Mais, alors que dans le film, il y a plein de trucs horribles, tu vois, de ce niveau-là. Mais là, on le voit pas, tu vois. Et on voit juste, ça, c'est juste suggéré, enfin, c'est pas montré, en gros plan, tu vois. Et du coup, ça m'a encore plus, tu vois, dérangé que si ça, qui me l'avait montré directement. Ça, bon, voilà, je fais un gros détour. Après, peut-être que c'est des fois, ça fait un peu fake aussi, peut-être. Ah oui, bah là, de Terrifier, vraiment. C'est un peu cartoon, quoi. C'est ça. Et après, je pense que c'est surtout la manière de faire aussi qui change beaucoup, la mise en scène, évidemment. Donc, c'est, qui peut après, changer. le Terrifier, c'est assumé, le côté un peu cartoon et tout, j'ai vu, ils ont parlé de, oui, complètement. ils disent qu'ils font de l'humour noir et tout, enfin, les réalisateurs, ils ont parlé un peu. Complètement, donc voilà. Mais c'est vrai que la suggestion parfois, tu sais, de pas voir le truc et juste de laisser l'imagination travailler, bah mon imagination est parfois un peu plus fort que ce qu'on peut montrer, malheureusement. Ouais. Et voilà. Mais bah aujourd'hui on va parler d'un film gore, Ista. On parle de quoi là? Et on va parler de La Substance, ou The Substance, et donc c'est un film qui est écrit et réalisé par Coralie Farja. Ouais. Réalisatrice française. C'est ça, Cocorico. Bienvenue. Ouais, Coralie Farja qui qui s'était fait connaître par un long métrage. Enfin, elle a déjà fait des courts métrages. Je crois qu'elle a fait la Fémis, donc une des plus grosses écoles de ciné en France, à Paris. Et elle avait fait 2 courts métrages. J'ai vu un court métrage qui s'appelle Reality Plus. Et c'est intéressant parce que c'est un court métrage dans lequel il y a une puce en gros que tu te mets et en fait ça, je crois que tu vas dans une espèce d'autre réalité où tu peux changer la perception de toi-même en fait pour les autres. Donc ce qui est un peu en rapport avec le film aussi. Il y a ces thèmes quoi. Ouais, donc déjà il y avait déjà quelque chose à ce niveau-là, mais elle a surtout été connue pour son premier long métrage qui est sorti en 2018 qui s'appelle Revenge. Revenge qui est un rape and revenge, voilà, avec un merveilleux accent anglais. Bah oui, le rape and revenge, bah voilà, c'est un genre, je pense qui est assez clair dans ce qu'il dit. Bah c'est souvent une femme qui va se faire
malheureusement violée, et qui va se venger en fait de ses agresseurs en les tuant souvent ou voilà. Et c'est un genre de série B en général. Et là, c'est vraiment une série B, mais c'est une série B ultra stylisée. Genre, c'est comme on va en parler plus tard dans The Substance, mais c'est ultra pop, ultra coloré. C'est vraiment une authentique série B, mais c'est vraiment hardcore comme il faut, tu vois, dans les mises à mort, etc. Qui est bon, il y a un côté caricatural dans les personnages, etc. Mais ça sert toujours à un propos plutôt féminisme déjà à l'époque. Et il y a, tu vois, la première partie de Revenge, c'est on dirait que c'est Michael Bay qui l'a fait. Tu vois. Dans la manière dont il filme le personnage féminin, par exemple, c'est une bimbo mais ultra sexualisée qui est en mode Lolita avec la sucette dans la bouche et tout. Enfin bref, c'est vraiment ça nous met dans une certaine position, et pour les détourner après dans une seconde partie en mode enfin quand elle va devenir ultra badass, etc. Et c'est un film qui est c'est une série B, il y a quelques problèmes, c'est un premier long métrage, etc. Il y a des problèmes de rythme, etc. Et même d'effets et tout. Mais tu vois, on reconnaît quand même déjà une patte ultra marquée. Et il y a vraiment des séquences mais impressionnantes. Il y a une séquence de fin, de course-poursuite de fin, dans une maison, dans une certaine maison très colorée avec des néons et tout, là, un peu sa marque de fabrique aussi. Et qui est mais ultra prenante, ultra tendue. Et ouais, enfin en fait j'étais déjà assez choqué de son talent, quoi, Coralie Farja à ce moment-là. Mais je vais te laisser reprendre sur la production parce que là je me suis un peu égaré, mais vas-y. Ouais, là j'étais en train de faire une critique de Revenge. Ouais, j'étais en train de dire là, je suis pas sur Revenge, hein. Mais voilà, c'est juste pour donner mon avis dessus. Mais il faudra que je le voie, il m'avait l'air intéressant. Ah, il est très intéressant, ouais. Donc oui, donc on revient sur la substance. Et donc le casting, il comprenait à la base Ray Liotta, mais Liotta il est décédé. En mai 2022, il a été remplacé par Dennis Quaid 3 mois après le début du tournage. L'acteur phare de Les Affranchis, notamment. Oui, c'était lui qui était dans Cocaine Bear, c'est ça, hein? Oui, c'était un de ses derniers rôles, peut-être son dernier rôle même. C'est son dernier rôle, je crois. Il me semble, bon, c'est pas le meilleur film, on va se souvenir de lui dans Les Affranchis, je pense, plus que Oui. dans Cocaine Bear. Mais ouais, un grand acteur qui aurait été bien ici, mais je trouve que le choix de Dennis Quaid est vraiment pertinent pour le coup dans le film. Mais on en reparlera après. Père de Jack Quaid, hein, d'accord. Oui, c'est ça, oui, c'est son père. Le tournage principal a eu lieu entièrement en France avec une équipe entièrement française, à l'exception du directeur de la photographie, Benjamin Cracune, je sais pas comment on dit, c'est assez bizarre là, et du compositeur Rafferty, tous deux originaires du Royaume-Uni. Ouais, c'est un film. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un film français? Je sais pas, parce que la réalisatrice est française. Écran large, ils disaient non, ils disaient que c'est surtout un film américain. Vu que l'argent vient des États-Unis, peut être considéré comme ça. Mais bon, si c'est un film qui est fait par des Français, surtout avec une réalisatrice française, la paternalité autant américaine que française me semble pas déconnante, quoi. Tu vois, après c'est des frontières assez minces. Tu vois, si un film, c'est ça. Après là il y a les acteurs qui sont aussi américains. Casting américain, quoi. Mais tu vois, si l'argent il est des États-Unis, mais le film il est fait par des Français avec des Français en France, tu sais, c'est en fait, il est un peu de partout. J'avais regardé, il est produit par la France. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, c'était juste par rapport à la paternalité d'un film, tu vois, c'est, si un film est entièrement fait par des Français, avec des Français, réalisé par des Français, mais que l'argent du film est produit par les Américains, est-ce qu'on dit que c'est un film américain, tu vois? Bon, c'est des questions, des questions auxquelles je pense pas la réponse, tu vois. Mais, pour moi, tu vois, on peut dire que c'est un film français autant que c'est un film américain. Bon, voilà, quoi, ça me dérange pas. Après, moi, surtout, parce que pour moi, la place du réalisateur est quand même, assez forte, donc c'est pour ça que pour moi je peux dire que c'est un film français quand même parce qu'il est réalisé par une Française. Ouais, moi aussi dans ma tête je me dis que c'est français parce que Coralie Farja, de toute façon elle fait des interviews en français et tout, elle parle français du film, donc bon, elle était à Cannes sur le coup dernièrement. Bon, après il n'y a pas que des films français à Cannes, mais tu vois, ça m'étonnerait pas de le voir au César, tu vois, l'année prochaine. Je sais pas, parce qu'il va peut-être être considéré comme film américain. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est pour ça, je sais pas, tu vois. Après peut-être dans meilleur film étranger, mais bon. Et en parlant de Cannes, le film a obtenu le prix du meilleur scénario à Cannes. Ouais, c'est surprenant parce que ces cérémonies-là nous récompensent rarement des films d'horreur, surtout de gore, mais je pense que depuis le film de Julia Ducournau, depuis Titane, qui a eu la Palme d'Or en 2021, il me semble, je pense qu'il y a une ouverture petit à petit de ce genre de film.
qui a été longtemps, enfin qui a une grosse communauté, hein, une grosse communauté de fans et de gens qui aiment beaucoup ces genres-là, mais qui a jamais été vraiment représenté dans des cérémonies et tout, quoi. Même, enfin là on parle de Cannes, mais même aux Oscars, aux Césars, un peu n'importe où en vrai. Hein, ça a toujours été compliqué, donc voilà, c'est peut-être un signe aussi que ça commence à s'ouvrir beaucoup quand même à ce cinéma-là, quoi. Ce qui est pas une mauvaise chose. Ouais, bah c'est vrai que aussi, ils ont du mal avec les films d'horreur. Bah c'est Miyagot qui m'a parlé quand il avait peur, qui était pas du tout nommé nulle part et tout, alors que le film avait un peu fait parler, quoi. Donc ouais, ils ont un peu de mal avec l'horreur quand même, pour des cérémonies comme ça. Après, il y a peut-être eu les films de Jordan Peele qui ont eu oui, il me semble, qui ont eu des nominations. Ouais, Get Out, ça avait pas mal fait parler, ouais, aussi, ouais. Mais c'est très, ça bouge c'est un peu très quand peu, même, quoi. Oui, ça bouge un peu, mais bon, c'est jamais très, très marqué non plus, quoi. Bref, est-ce qu'on n'attaquerait pas le film? Les jolies filles devraient sourire tout le temps. Elizabeth Sparkle, la vedette d'une émission d'aérobic, est virée le jour de ses 50 ans par son patron à cause de son âge jugé trop élevé pour la suite de sa carrière. Le moral au plus bas, elle reçoit une proposition inattendue, celle d'un mystérieux laboratoire lui proposant une substance miraculeuse. Si elle se l'injecte, elle deviendra la meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite, grâce à une modification cellulaire de son ADN. Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid et d'autres acteurs, mais quand même un peu moins connus. Et c'est surtout autour de trois là, hein. Surtout, hein. Oui, après, c'est les trois persos du film. Le film a beaucoup fait parler, et ça, du coup, qu'est-ce que tu as pensé sommairement, rapidement, du film, The Substance? Alors moi j'ai adoré le film. Sur le coup, je me suis fait un peu spoiler sur les réseaux avant de voir le film, parce qu'il y a beaucoup d'extraits qui sont passés, parce que le film a fait parler aux États-Unis, effectivement, comme tu disais, et il y a beaucoup de gens qui ont montré des passages. Mais d'un côté, ça m'a donné envie de voir le film, alors qu'à la base, j'étais un peu, quand il y a eu les critiques qui étaient sorties de Cannes, c'était en mode, c'est ultra gore et tout, c'est horrible, machin, mais c'est incroyable et tout. Alors en fait, c'est vrai que c'est gore, mais ça m'a pas tellement bousculé tant que ça, au final. Je pense que, j'ai l'impression d'avoir déjà vu plus gore que ça, je sais pas, bizarrement, ou je l'ai accepté, je sais pas, mais effectivement, après le film, il est quand même gore, âme sensible, ça se tenir quand même, je dirais, mais ouais, moi j'ai adoré le film, j'ai adoré ce que ça raconte, j'ai adoré la réalisation, j'ai adoré les actrices, que je trouve super, le cast, le côté, je sais qu'il divise la fin, le côté grand guignolesque, mais moi j'ai adoré. Pour moi c'est réussi de bout en bout, du début à la fin, et pour moi c'est un des meilleurs films de l'année. Voilà. Ouais, après c'est peut-être aussi ce truc-là qui t'a permis d'accéder au film, c'est que le film est pas sur une seule note au niveau de l'horreur, ça paraît assez drôle aussi. Mais après moi aussi j'ai beaucoup aimé le film, il vieillit même plutôt bien en moi. J'ai cru que je m'étais fait spoiler par Twitter parce que le film passe partout, mais en fait non, je m'étais fait spoiler des trucs qui arrivent, qui sont les prémices du film, quoi. Ah, ça va. Non, mais moi, la scène de fin, moi, je suis... Ah ouais, donc bon, c'est pas la même chose. Mais du coup, j'ai beaucoup apprécié le film. Bon, c'est un sujet qu'on connaît, hein, quand même, que le film aborde sur les femmes, le regard que le male gaze, en tout cas sur les femmes, le vieillissement des femmes à Hollywood. Mais vraiment, je l'avais jamais vu de cette façon-là, avec ce côté gore-là. Et ouais, moi, je suis assez charmé par la mise en scène du film qui est volontairement très appuyée et beaucoup de gens n'ont pas apprécié ce côté pas subtil, mais moi je trouve que c'est pas subtil, mais c'est pas un problème, hein. Moi je trouve que c'est assumé, et surtout que je trouve ça signifiant, sa mise en scène. C'est pas juste gratuit, juste des plans pour faire des plans, et on en parlera après, mais je trouve que voilà, c'est un film qui on va dire aborde le male gaze d'une certaine manière que j'avais pas vraiment vu avant, et qui arrive à retourner un peu tout ça, et c'est vraiment sublimé par une mise en scène qui est super. Et après on va parler aussi de tout ce côté gore, de tout ce côté viscéral aussi, mais aussi de ses changements de ton, de son rythme qui est un peu particulier, qui est un peu rebuté pour certains, mais moi j'ai beaucoup aimé, et surtout la performance des acteurs, Dennis Quaid, Margaret Qualley, mais surtout Demi Moore, qui est assez folle, quoi. Et moi j'ai bien aimé la substance. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. C'est bizarre de dire ça. Je l'ai pas prise, on m'a pas contacté encore, mais peut-être.
Mais écoute, je sais pas s'il finira dans mon top de l'année ou quoi, je verrai un moment, mais oui, effectivement, j'ai été très 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 charmé par le film, même si il y a quelques problèmes, voilà, mais vraiment des petits trucs assez mineurs, je trouve. Je trouve que c'est une grosse réussite. Bon, prix du scénario, on en débattra, c'est peut-être pas le prix qu'il méritait, je trouve, mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui est, moi, j'ai trouvé très bien rythmé. Je trouve que c'est un vrai roller coaster. Voilà, le film, j'ai pas senti les 2h20 passer. Pour le coup, je sais que... Pareil, hein. J'ai cru que ça durait 1 heure, quoi. Ouais, mais j'étais un peu captivé par le truc. Donc on retrouve un peu ce côté pacte faustien où elle va entre guillemets avec cette substance faire un genre de pacte et on va prendre le temps d'expliquer beaucoup de règles vis-à-vis de cette substance. Et moi j'aime beaucoup parce que au début je me suis dit ça va peut-être être un peu balisé dans le genre parce que on prend le temps d'expliquer des règles et on sait très bien que ces règles vont être brisées à un moment parce qu'il y a un film. Voilà, oui. Tu sais. Et ça semble très balisé au début. Et il y a ce genre de build-up assez lente. Les 40 premières minutes, je pense, sont assez lentes, etc., volontairement. Et petit à petit, ça explose de plus en plus jusqu'à un final vraiment explosif. Et ça, je trouve que c'est vraiment plutôt bien fait. Mais le film m'a plutôt surpris, même s'il y a ce côté balisé, parce que je trouve que le film explore énormément de son concept autour de ses règles. C'est-à-dire que il y a vraiment la transgression de chacune de ces petites règles. Il y a des moments où on s'y attend pas, en fait, tellement elle exploite son concept. On oublie même qu'il y a certaines lignes, il y a une règle à la fin que j'avais oublié tellement ça faisait longtemps, mais une fois qu'elle nous est remis au devant du truc, je fais ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a ça, et du coup, le film repart encore dans quelque chose d'autre, et à la fin, on va très loin, quoi. Et chaque fois qu'on pense que elle peut pas aller plus loin, elle va vraiment plus loin. Et moi, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté jusqu'au boutisme, jusqu'à dans le grand guignolesque à la fin, qui est très drôle et tout, mais qui, enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce côté jusqu'au boutisme, vraiment avoir jusqu'au bout de ses idées, quoi, Coralie Farja. Ah bah complètement, oui, bah là, depuis la fin, ça assume jusqu'au bout et je trouve ça plutôt chouette. Moi qui râle tout le temps sur les comic books en disant des fois ils cherchent trop à être réalistes sur les Batman ou des trucs comme voilà. Ça. Là tu vois, ça va dans le fantastique, quoi. Moi j'aime bien le fantastique, en fait. Après le film n'a pas de volonté du tout réalistique, hein. Pour le coup, faut le dire. Ouais, c'est ça. Mais il y avait Conrad qui faisait un parallèle avec les genres de Frankenstein ou des films d'Universal Monsters. Je trouve que c'est pas si déconnant que ça. Oui, à la fin du film, bon après peut-être pas spoiler ça tout de suite, peut-être en garder un peu, mais oui effectivement à la fin, oui il y a un peu ce côté-là. Mais je trouve que le film il arrive bien à jongler le côté horrifique mais aussi comique, grotesque dans son film. Je trouve que les deux s'annulent pas du tout. C'est vraiment assez smooth. C'est vraiment assez bien fait, quoi. Et j'ai envie de parler de Demi Moore parce que moi, Demi Moore, j'ai un mea culpa à faire. C'est pas du tout une actrice que, enfin, tu vois, j'ai aucun attache avec elle. Je l'ai vue très rarement dans des films et tout. J'ai jamais trouvé mauvaise, mais j'ai jamais trouvé bien ou quoi, tu vois. Et effectivement, là, je la trouve incroyable, quoi, dans sa performance, quoi. Déjà parce que son choix de casting déjà est pas anodin, je pense, parce que c'est une actrice hollywoodienne qui est très très connue, qui était un sex symbole même à un moment et qui est maintenant dans la cinquantaine, peut-être je sais pas quel âge elle a exactement, mais je pense qu'elle est dans la cinquantaine et qui est un peu devenue has-been, on va pas se mentir maintenant. Ouais, c'est ça. Et donc évidemment son personnage de Elizabeth Sparkle donc qui brille et tout parce que ça aussi c'est pas subtil. Voilà, c'est un peu dans ta gueule. Oui, les étincelles, quoi. Ouais. C'est ça. C'est jusqu'à dans son don. Et je trouve qu'elle met une des meilleures performances de l'année dans certaines scènes et tout. Elle est d'une sensibilité, mais en même temps là, ils arrivent vraiment à toucher quelque chose, notamment avec une scène de maquillage où on en reviendra sûrement dessus parce que c'est pour moi une des meilleures scènes de l'année, vraiment. Et de la manière qu'elle a de se comporter, de se couvrir aussi tout le visage au fur et à mesure du film, comparé à Margaret Qualley qui, elle, on va dire, ne porte pas tellement de vêtements, tu vois. Oui. Mais toi, t'as été aussi, je pense, marqué par sa performance, j'imagine. Par Demi Moore, oui, complètement, parce que moi je me souviens justement de l'époque que tu disais où c'était un peu une sex symbole. Je me souviens de l'époque où elle avait fait un film qui était un peu polémique qui s'appelait Striptease, là où elle jouait une stripteaseuse. Ça avait fait un peu polémique, ça avait fait un peu parler et tout. Et c'est vrai qu'après on l'a plus beaucoup vu, j'ai l'impression. Enfin moi j'ai pas le souvenir depuis que je m'intéresse vraiment au cinéma, on va dire dans les années 2010. Ouais. D'avoir vu des films avec Demi Moore, tu vois. Moi j'étais un peu parti dans l'oubli, quoi. Et c'est vrai que là elle m'a bluffé, pas au début du film mais vers le milieu un peu
quand ça commence à partir vraiment en couille sur le coup, parce qu'en plus, ils la vieillissent de ouf et enfin, je sais pas, il y a un truc, quoi. Il y a un truc et, en fait, elle fait vraiment une performance d'actrice, quoi, que j'avais jamais vue, chez Demi Moore. C'est impressionnant sur le coup. Et, ouais, j'ai beaucoup aimé. Enfin, ouais, elle m'a surpris de fou. Moi, je me dis peut-être qu'elle va aller aux Oscars, potentiellement. Au moins être nommée, je pense, ce serait pas du tout démérité. Oui, en tout cas, être nommée, je pense qu'elle a vraiment la place pour être nommée. Après, de la voir et tout ça, je sais pas. Mais ouais, moi, c'est une des meilleures performances que j'ai vues cette année, très clairement. Et en face d'elle, on retrouve Margaret Qualley, qui est pas en reste non plus, qui joue très bien, mais qui joue pas la même chose et qui est un peu moins complexe que le personnage de Demi Moore, pour le coup, et qui joue Sue, ça veut littéralement dire poursuivre quelqu'un au tribunal. Donc, encore une fois, c'est sur les noms, elle appuie beaucoup. Et je sais qu'il y a un peu une incompréhension vis-à-vis du scénario, en tout cas de l'intrigue. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le personnage de Margaret Qualley. Margaret Qualley, c'est pas Demi Moore en jeune, c'est une version jeune et parfaite entre guillemets de Demi Moore. C'est pas Demi Moore plus jeune. Mais je sais qu'il y a des gens qui j'ai vu des gens qui n'ont pas forcément capté ça. Et voilà, c'est juste pour le dire. Et donc elle est ultra sexualisée dans le film et on va en parler plus tard parce que c'est ça exactement. Et elle va utiliser le fait d'être considérée comme elle auprès des hommes pour retrouver sa gloire passée qu'elle a perdue en tant que Demi Moore, puisque Margaret Qualley et Demi Moore, donc Elizabeth et Sue, sont la même personne. Même si je sais que ça aussi, ça a beaucoup fait parler, parce qu'il y a beaucoup des personnes qui peut-être pas compris, ou en tout cas moi j'ai compris quelque chose qui est peut-être différent, mais il y a des gens qui ont pas trop compris que ils se sont dit mais en fait c'est deux personnes différentes, mais ils ont pas réussi à comprendre, mais en fait c'est la même. Mais non, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est juste que je sais pas si je peux l'expliquer, mais elle se crée une genre de double personnalité en fait. C'est deux parties d'elle-même en fait, Sue et Elisabeth. Et en fait, Elisabeth, elle se déteste tellement elle-même, elle se sent mal dans son corps. Et Sue, c'est un peu celle qui prend son indépendance et qui déteste du coup le personnage de Elisabeth, parce qu'elle déteste, enfin c'est elle-même qui déteste ce qu'elle est devenue. En fait, c'est un peu ça. Mais c'est ça. Ouais. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais je pense que c'est un peu ça. Et moi j'aime bien aussi cette dualité qu'il y a entre les deux et les deux qui se battent l'une contre l'autre et qui va exploser à un certain moment, qui est assez, ce qui m'a un peu surpris même sur le moment, mais qui est assez marrant. Et voilà, en fait il y a une partie d'elle qui est la partie qu'elle n'aime plus et l'autre partie c'est la partie qu'elle aimerait être et qu'elle aimerait, enfin qui est la partie vraiment que le regard masculin veut. Il y a tout ce truc sur la société patriarcale et le regard masculin effectivement sur le corps de la femme. Il y a un personnage à un moment quand même qui est normal et qui veut partir faire un resto avec elle et puis elle n'y arrive pas quoi. Et je trouve ça c'est triste un peu, moi ça m'a fait un peu de la peine pour le personnage, tu vois. Oui, c'est un peu, tu vois, il y a un peu ce passage là du maquillage, on en reparlera, mais oui effectivement il y a un peu ce truc un peu pathétique du personnage qui est tellement dans le regard masculin et qui est tellement en fait dans le male gaze qu'elle ne réfléchit et ne se voit qu'à travers ça en fait. Elle ne réfléchit plus à autre chose et donc même juste de se maquiller pour aller à un rendez-vous, alors que on rappelle quand même c'est Demi Moore, c'est pas la femme la plus moche du monde et la plus à l'écart des critères de beauté entre guillemets. Mais même elle, à partir d'un moment de la cinquantaine, quoi, qu'il y a encore ce truc-là qui pèse sur les femmes du vieillissement, quoi. Et surtout dans une industrie comme Hollywood, en tout cas l'industrie de l'image, tout simplement, de la télé, etc. Bah c'est assez compliqué, quoi. Mais j'aimerais juste parler, peut-être avant d'attaquer le côté à ce niveau-là, parce que là il y a quand même beaucoup à dire. C'est peut-être l'aspect quand même esthétique du film, quoi. Le film est très pop et très coloré. Ah oui, de fou. Il y a énormément de couleurs, effectivement. Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout les couloirs, les grands couloirs avec des couleurs fluo flashy, rouge, jaune, etc. Je crois qu'il y en a qui a fait des parallèles avec Shining. Parce qu'il y a des trucs comme ça. Il y a le fameux couloir, long couloir de l'agence, enfin là où elle travaille, elle faisait de l'aérobic, qui est en fait le même parterre que celui de Shining en fait. Après il y a énormément de références dans le film, mais ouais, moi ce côté très coloré, il y a un super travail sur les couleurs, que ce soit dans les décors comme t'as dit, mais aussi les tenues. Par exemple la couleur jaune orangée, en tout cas qui est
très très importante pour le personnage de Demi Moore, qui a ce fameux manteau qui a apparemment fait le tour d'internet et qui est devenu un peu culte, ce manteau qui est très oppressif en fait, la couleur elle devient très oppressive pour le personnage de Demi Moore, et on a ce rose qui est très présent chez le personnage de Sue, De la combi. qui est un peu la couleur pour les filles entre gros guillemets dans cette société là, qu'on a tous connu, le bleu pour les garçons, le rose pour les Le filles, rose pour les on se filles. connaît, et qui est ici pour le personnage de Sue. Et il y a ce côté hyper clipesque au film, pour le coup, qui est assez représentatif de la société du spectacle, tout simplement de la publicité. Après, tout est très beau, mais aussi tout est très superficiel. Tous les décors, la lumière est hyper artificielle, mais c'est parce que on est dans un univers qui est plein d'artifices. C'est savoir la société du spectacle et tout ça. Donc, il y a tout cet univers-là qui est en plus dans une intrigue, dans un univers de Coralie Farja qui est très caricatural. Donc ça je pense que ça peut être compliqué aussi de rentrer dans ça, parce que si t'aimes pas du tout ça, ou voilà t'es rebuté par ce truc là, ça peut être compliqué. Mais moi j'ai vraiment acheté ça parce que je trouvais que c'était plutôt bien fait. Et on va attaquer la mise en scène. La mise en scène n'est pas subtile du tout, mais pour moi c'est vrai, enfin elle l'assume, et elle est signifiante la plupart du temps. Elle assume ce côté caricatural, outrancier, coloré, too much. Il y a même presque un côté cartoon au film, je trouve. Ah, complètement, oui. Mais le côté vulgaire, en tout cas, il fait partie du propos. Il est légitimé par le propos du film et par ce que Coralie Farja veut dire. Ouais, j'avais vu un peu une interview vite fait où elle dit elle voulait à tout prix les plans, tu sais, près, quand il y a des piqûres et tout, enfin, près de la peau, quand elle casse les œufs, machin. T'as des plans toujours tout près des trucs, et ouais, il y a ce côté un peu grossier, qu'elle veut mettre en avant, je pense, ouais. Ouais, les plans très serrés, des gros plans, il y en a beaucoup dans le film, et ils ont une signification qui est assez importante. Et ouais, ça parle des femmes à Hollywood, de vieillir, des remarques de la société patriarcale sur elles. Il y a ce moment où il y a Dennis Quaid qui arrive dans les toilettes au début du film, et on a cette focale qui est un peu qui est un grand angle entre guillemets, ça déforme un peu les perspectives de l'objectif, et en même temps on a ce gros plan de Dennis Quaid qui est en train de pisser, et qui sa grosse tête qui est complètement déformée, et qui fait des remarques horribles sur le personnage de Demi Moore. Donc elle a pas d'enfant à 50 ans, elle est plus jeune, et elle a pas d'enfant, quoi. Et ça c'est assez marquant, c'est que le personnage de Demi Moore, il est considéré comme étant indésirable plus désirable par les hommes. Elle est plus désirable parce qu'elle peut plus capable de procréer, entre gros guillemets, quoi. C'est un peu ça qui est un peu dénoncé, c'est que dans une société capitaliste et patriarcale, le corps des femmes n'est plus désirable à partir du moment où il ne peut plus, Il fait plus de gosses, il n'est plus, enfin voilà, il est plus jeune, quoi. Et donc il est plus désirable, et donc un corps non désirable dans cette société-là, dans la société du spectacle en plus, c'est un corps qui ne peut pas travailler, en fait, qui ne peut pas travailler dans cette société de l'image, en fait. C'est tout, et c'est ça aussi à Hollywood. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de femmes aussi qui n'arrivent plus à trouver de rôle ou quoi à partir de 40 ans. Ça a été beaucoup le cas pour énormément de femmes à Hollywood qui malheureusement n'ont plus trouvé de travail, alors que pour les hommes il y avait des rôles pour eux. Et il y a ce côté male gaze, ça, quand même, c'est le male gaze qui est embrassé ici. Après, je vais peut-être définir le male gaze quand même. Le male gaze, c'est on va dire grossièrement, c'est quand la caméra filme une femme comme un objet sexuel. En général, on parle de male gaze, quoi. Ouais, ok, mais je voulais revenir juste sur un truc que tu as dit quand tu parlais de comment il filmait Dennis Quaid. Mais Dennis Quaid, il filmait tout le temps de façon dégueulasse, tout le temps avec des gros plans sur sa tête, ou sur ses dents, ou sur ses trucs, sur sa bouche, etc. Ça fait penser un peu au cinéma de Jean-Pierre Jeunet, des fois, qui aime bien faire des plans comme ça, rendre les mecs un peu moches. Oui, c'est peut-être pas la même signification, mais je vois, après, il y a le côté coloré aussi. Je vois un peu ce que tu veux dire. Après, Dennis Quaid qui s'appelle Harvey, voilà, un producteur qui s'appelle Harvey, voilà. Harvey Weinstein, ouais, ok, ouais. Ouais, je pense qu'on avait capté, t'inquiète. Mais voilà, qui joue un personnage très archétypal, caricatural, et qui est complètement assumé. On est dans un univers caricatural où tous les hommes sont horribles, détestables, des gros porcs, quoi. Et Coralie Farja s'amuse de ça. Et tu parlais de ces gros plans et de ces grands angles qui déforment son visage, et ces plans très serrés sur Dennis Quaid quand il mange, par exemple. On a ce plan au début où Dennis Quaid au restaurant qui parle avec Demi Moore, et qui lui dit en gros qu'elle est virée, quoi. En gros qu'elle est plus jeune, et qu'il lui faut quelqu'un de plus jeune et plus attirante qu'elle. Et on a ces plans très rapprochés sur sa bouche qui mange, qui sont dégueulasses. Voilà, ces gros plans qui étaient déjà dans Revenge. Dans Revenge, il y avait déjà ce truc-là au moment aussi, en plus de la scène de viol, et aussi quand il fume. Enfin vrai, il y a
un genre de décalage en fait entre ce qu'il demande des femmes, entre ce qu'il demande de la beauté des femmes et en fait la manière dégueu en fait dans lequel il mange en fait. Tu vois, il y a ce décalage. C'est l'opposé complet, quoi. Ouais. C'est ça. Et il y a un très gros travail du son aussi vis-à-vis de ça, donc les bruits de bouche, les corps, les seringues, comme t'avais dit, il y a vraiment un côté viscéral quoi dans ce film quoi, et qui fait partie du fait que ça dégoûte quoi, certains plans, certains passages quoi. Complètement. Et pour le male gaze, je pense et vous parlez de gros plans, il y a des gros plans sur les fesses, beaucoup de Margaret Qualley. Ah bon? Oui, ah bon? T'es sûr? Notamment quand elle fait ses séances d'aérobic, là, à la télé. Et ouais, effectivement, il filme beaucoup le corps de Margaret Qualley, mais je crois qu'elle a une doublure ou un truc comme ça, parce qu'elle a vraiment le corps parfait, quoi, de la femme parfaite. Oui, en fait, il y a des gens qui auraient pu s'attendre à de la fétichisation du corps, par exemple, de Margaret Qualley. Ce n'est pas le cas, puisque le corps qu'elle a n'est pas son vrai corps. Pour le coup, c'est un corps qui est factice, qui est retouché car inatteignable en fait, comme par les standards d'une société patriarcale, de ce qu'on demande du standard de beauté féminin, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fétichisation pour moi du corps. Mais effectivement le female gaze, le male gaze ici est embrassé complètement. Et pourquoi il est embrassé? Parce que le personnage de Demi Moore, donc Elisabeth, elle l'embrasse ce regard, elle ne se reconnaît, comme je l'avais dit plus tôt, elle se reconnaît qu'en lui en fait, dans l'industrie dans laquelle elle est. La raison même de l'existence même du personnage de Margaret Qualley, du fait que c'est la meilleure version d'elle-même entre gros guillemets, c'est de répondre aux critères de beauté de l'industrie en fait de l'image. Et le regard c'est extrêmement important dans le film, hein. Il y a toute une imagerie vis-à-vis de ça. On a ce tableau énorme de Demi Moore qui est censé représenter ces moments de gloire, etc., elle casse au niveau de l'œil. On a tout un travail au niveau des miroirs, des reflets, et même on a cet énorme les panneaux publicitaires en face de chez elle, mais de Margaret Qualley, et il y a les reflets dans la vitre, les reflets dans le miroir de la salle de bain. En fait, il y a tout un rapport au regard, et c'est le regard, le male gaze qui est en permanence sur ce personnage-là. Et du coup, Coralie Farja, elle sexualise en permanence le personnage dessous de Margaret Qualley, et c'est tellement over the top, parce que là on est à un niveau de sexualisation qui est abusé, hein. Même Michael Bay dans les années 2000 il aurait refusé de faire ça sur des plans de cul, que en fait il y a cette esthétisation très lisse, très colorée avec ces culs, que en fait moi personnellement ça finit par être très oppressant en fait au final. Ouais, bien sûr. Parce que Margaret Qualley, voilà, elle a une physique qui est quand même très appréciable, mais au bout d'un moment c'est tellement trop. Et ouais. qu'au bout d'un moment, même avec toute cette esthétique et tout, que ça devient oppressant, quoi. Genre, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Limite, on est un peu dégoûté, en fait. Ah complètement, moi ça me donne pas envie, hein, sur le coup. Ça donne plus envie. Non, parce que en plus avec les étoiles partout et tout, c'est vraiment dans l'exagération, le côté cartoonesque qu'on disait tout à l'heure, très over the top, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, toute la réussite du film, pour moi, c'est qu'elle arrive à caricaturer le male gaze pour en faire quelque chose de repoussant, de monstrueux, et de vraiment monstrueux par la fin. On reparlera après. Mais du coup, voilà, moi je trouve qu'elle a vraiment compris comment détourner les codes du male gaze pour en faire quelque chose comme je viens de dire, quoi, pour les détourner, les caricaturer. Et ça, c'est vraiment la réussite du film, quoi, pour le coup. Et en plus, d'ailleurs, on parlait d'oppression, et même tu parlais des longs couloirs et tout ça, mais il y a vraiment cette esthétique, cette composition des cadres qui fait que on a ces plans très parfaits, très kubrickiens, on va dire très symétriques. Voilà, donc il y a des références à Kubrick, mais où les personnages ils sont enfermés dans le cadre, ils sont même très éloignés dans le cadre. Souvent, on a ce plan on est à l'extérieur de la salle de bain, la fameuse salle de bain, et on la voit, tu sais, juste dans le carré de l'entrée, et c'est très oppressant, quoi, comme genre de mise en scène, quoi, je trouve, pour ces personnages. Et ouais, elle filme chaque partie du corps de ces personnages, enfin, c'est vraiment chirurgical, quoi. Ouais, complètement. Après, moi, dans la mise en scène, ce qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est les panneaux textes. Je kiffe les panneaux textes, avec où il y a écrit les règles, quoi, sur le coup, je sais plus c'est quoi, Stabilize, tout ça, là. Ça c'est très appuyé, encore une fois. Ah, mais j'adore. Ouais, je sais, mais ça peut vraiment repousser des gens, tu vois. Mais après, pour moi, dans le parti pris du film, ça marche aussi. Ça fait très Gaspard Noé dans le genre. Ouais. Je connais pas ces Gaspard Noé, je dis oui, mais je connais pas. Il fait parfois, il fait ça, quoi. Mais pour revenir un peu à la mise en scène aussi, il y a un hyper bon travail, j'ai remarqué, au niveau des plans, c'est les alternances de plans larges et de plans très rapprochés, comme on a dit. Donc on a souvent ces plans larges assez beaux, assez bien construits, et en fait dès que ça devient des plans serrés, des plans rapprochés, des gros plans sur les corps, ça devient un peu dégueulasse. En fait, ça montre toujours un décalage, parce que le personnage de Demi Moore, par exemple, il y a ces plans où elle se regarde dans la glace, et après il y a de gros plans sur certains parties de son corps, etc. C'est un peu le regard d'autrui
le regard, le male gaze, du coup, qui la détruit, que ce soit psychologiquement, physiquement. Et il y a cette scène qui est pour moi une des meilleures scènes que j'ai vues cette année, hein, même enfin du film. Pour moi, c'est la meilleure scène du film, mais c'est vraiment une des meilleures scènes que j'ai vues cette année. C'est la scène du maquillage de Demi Moore. Demi Moore qui se maquille pour aller à un date, alors avec un mec qu'elle a pas vu depuis longtemps, enfin qui était avec elle au lycée, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, qu'il la voit au début du film et qu'il invite. Et en fait, moi je trouve que là, Coralie Farja, elle arrive à capter quelque chose, c'est que Demi Moore, elle est loin d'être moche, mais elle arrive pas à partir. Parce qu'en fait, il y a chaque endroit où elle regarde, ça lui remet dans la tête, en fait, son visage, en fait, ce qu'elle pense être le manque de beauté, en fait, parce qu'en fait elle est pas du tout moche, mais il y a par exemple ce reflet qu'elle a dans la poignée de porte au moment de partir, où elle voit son visage dans la poignée de porte qui est complètement déformé par forcément la poignée de porte, mais du coup elle se sent pas belle. Et à ce moment elle se voit dans le miroir, elle voit Sue aussi à l'extérieur avec la le panneau et publicitaire. en fait et cette scène elle est vraiment, mais le rythme de cette scène, le découpage et tout, il est parfait, quoi. Il est vraiment parfait, quoi. Ah ouais, je suis d'accord, c'est une des meilleures scènes du film aussi, elle m'a marqué. Moi, j'en parlais déjà tout à l'heure. Effectivement, ça m'a vraiment fait de la peine pour le perso, et effectivement, ça montre, comme tu disais, le regard masculin sur la femme, quoi, sur le corps et les visages, hein, le visage de la femme en général. Et, plus ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont critiquées aussi sur leur maquillage et tout aussi, donc ça va tout dans le thème, quoi. Il y a tout. Et à la fin, elle finit, mini spoil, mais voilà, par se déformer le visage complètement, quoi, parce que, enfin, elle pète le miroir, non? Je crois pas qu'elle pète le miroir. Mais je sais qu'elle se déforme le visage, c'est au miroir, elle essaie de bouger sa chair, quoi. Enfin, c'est assez perturbant comme séquence, quoi. Mais ouais, pour le coup, moi, c'était une grosse réussite à ce niveau-là, quoi. Et le fait de montrer les corps comme des bouts de viande et de filmer les parties du corps, comme de la nourriture, comme la nourriture que Dennis Quaid mange dégueulassement, quoi, dans le film. Je trouve que c'est une super idée, quoi. Et ça pourrait en plus aller vers quelque chose que j'aime pas trop, mais elle arrive toujours à avoir un décalage, à être assez en décalage avec ce qu'elle montre pour qu'on comprenne, en fait. Et il y a du body horror aussi dans le film, parce que là on s'attarde beaucoup sur ce truc-là. Dès le début. Il y a des trucs un peu dégueulasses, quoi. Déjà avec le principe de la substance qui est que tu te dédoubles et tu sors du dos là, c'est dégueulasse déjà. Donc oui, dès le début, au bout de 30 minutes t'as du body horror. Hein. Déjà, tous les bruitages du truc de seringue et tout ça, moi déjà, là, tu sais, ça me fait un peu crisper déjà. Et ouais, il y a des vrais moments malaisants où tu te sers un peu, surtout dans la première partie, parce qu'après la fin ça part dans gros guignolesque, mais effectivement il y a quand elle sort de son propre corps, etc. C'est même pas du spoil là, parce que c'est un peu le moment où le film démarre un peu, quoi, à ce moment-là. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui ont cité Cronenberg, par exemple, parce qu'il y a on parle de body horror, à chaque fois on parle de Cronenberg. Mais ouais, il y a ce côté maquillage, prothèse qui est hyper bien fait. Moi, je vois que du feu, hein. Enfin voilà, vraiment, je vois pas du tout le maquillage, moi, pour le coup. Ouais, moi non plus. Mais tu vois, je pensais que ça allait me mettre mal, et en fait ça va. Sur le coup, ça va, mais ça passe pour moi. J'ai réussi à l'accepter. C'est bon, tu te désensibilises, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, parfait, quoi. Pourtant, quand elle recoue et tout, mais non, ça va. Non, ça va, tu t'es dit, c'est bon. Même si c'est vrai que t'entends un peu les petits bruits, quoi. Ah, et clairement. Donc, c'est un peu dérangeant. Et même tout le... Il y a tout un truc avec le corps vieillissant du personnage de Demi Moore. Oui. Et ça aussi, c'est vraiment impressionnant. Pour le coup, ça, c'est assez écœurant, quoi. Oui, parce que pour moi, une des meilleures scènes, c'est quand elle met les journaux partout, là. Quand elle met les journaux partout et qu'elle jette les œufs sur la télé et tout. Moi, je la trouve incroyable. C'est là où j'ai dit, putain, Demi Moore, elle est incroyable, en fait, comme actrice. Et en fait, on l'a sous-cotée, quoi. Sur le coup, mais... Après, peut-être, elle a pas eu les rôles aussi, forcément. Ouais, je pense. C'est fou, quoi. Après, j'avoue, je me suis pas intéressé assez à ce film, quoi. Après, il y a ça aussi qui a fait beaucoup parler, il y a des scènes avec de la nourriture, notamment le personnage de Demi Moore se fait du mal, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans des personnes qui n'arrivent pas à s'apprécier eux-mêmes, c'est qu'ils mangent énormément. Il y a des problèmes de TCA, je crois, de troubles, c'est ça qu'on appelle les problèmes de troubles alimentaires, les troubles... Je sais pas si c'est ça, mais peut-être, ouais. Ouais, des troubles de conduite alimentaire, donc voilà. Ça fait... TCA, ok, d'accord. Ouais, ça fait beaucoup parler aussi, ce truc-là, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était pas forcément bien fait. Après, moi, je ne m'y connais malheureusement pas assez dans ces trucs-là. Pour le coup, après, je comprends que le personnage ait des TCA, vu l'état d'esprit dans lequel elle est. Maintenant, je sais pas si c'est un peu obscène de montrer ça dans le film ou quoi, j'y connais pas assez, mais bon, je tenais quand même à... Bon, je pense pas. Je sais pas, parce qu'il y a des gens peut-être plus... Oui, on n'est pas des experts. Mais moi, en tout cas, dans le film, ça m'a pas dérangé ou ça m'a pas choqué. Voilà, pour le coup. Il y a énormément de références dans le film. On a parlé Shining, etc. Beaucoup de refs à Kubrick. Et
bon, moi, ça m'intéresse pas tellement, tu sais, de citer les références de 50 000 trucs du film, même si je trouve qu'il y a énormément de références qui sont bien utilisées. Et il y a notamment, par exemple, la fin, où il y a un personnage qui arrive sur la musique qui est à la fin de 2001 l'Odyssée de l'espace. À la fin de 2001, il y a un énorme bébé géant qui arrive à la fin. Ouais, je spoil 2001, on s'en fout. De toute façon, ça vous dit rien du film. Mais en gros, il y a un énorme bébé géant qui arrive sur la musique qu'on connaît tous. Je pense que je pense que tu la connais, la musique fétiche de 2001. Ouais. Et en fait, c'est censé représenter une progression de l'humanité, en gros une nouvelle humanité, etc. Et ici, c'est utilisé pour montrer un personnage d'une certaine façon. Et il y a un côté ironique, en fait, à ce personnage qui arrive sur cette musique-là. Et donc, je trouve qu'il y a quand même des références qu'elle arrive à digérer et à réimplanter dans son film de manière un peu ironique et originale. Surtout qu'elle mélange 2001 et Carrie, quoi. Oui, bah il y a un peu de Carrie aussi, et ça aussi, ça fait du sens, quoi, pour le coup. C'est le mélange, il est what the fuck, là-bas. Ah oui, complètement, mais juste avant peut-être d'aller vers le final explosif, on va spoiler hein, quand même parce que là faut en parler, mais j'aimerais quand même dire quand même qu'il y a quelques problèmes au film parce que sinon par honnêteté intellectuelle, voilà, je trouve qu'il y a quelques facilités scénaristiques quand même assez gros. Par exemple, il y a ce moment où elle se construit sa chambre forte elle-même. D'accord. Enfin, je n'y crois, enfin c'est pas possible. Enfin, tu sais, elle prend un marteau et fonce sa porte et elle fait mais c'est bon, j'ai construit en 3 jours un truc qui fait ouais, je crois pas que ça marche comme ça la vie, tu vois. Mais bon, c'est pas si grave et même dans le ton du film, voilà, ça m'a pas choqué. Oui, bah il y a un moment où ça part, comme on dit, dans le rigoresque, mais même le perso de Memo, il est censé être ultra affaibli et en fait il commence à faire des sauts partout. Donc pour oui, après ça, je trouve pas que c'est une facilité. Je trouve que ça va dans le grand guignolesque entre guillemets, tu vois. On va dans un truc comme ça. Mais là pour le coup, là pour moi c'est vraiment une facilité. C'est en mode bah j'ai besoin de construire un truc, j'aurais le construire même. Enfin bref, ça a pas trop de sens. Et je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont trop appuyées parfois, mais pas au niveau de la mise en scène. Là où pour le coup j'ai pas mal défendu, mais au niveau des dialogues, par exemple, elle rencontre un vieux dans un café, par exemple, et là j'avoue que le vieux explicite vraiment ce qu'on avait compris, ce qu'on comprend, et je trouve que là ouais c'est un peu trop appuyé au niveau des dialogues à ce moment-là, surtout que c'est un film qui a très peu de dialogue quand même, le film a très peu de dialogue, et donc à ce moment-là parce que le perso est beaucoup tout seul en fait, hein, sur le coup, donc ouais. Oui, mais en fait le perso il fait que expliquer, enfin vraiment la scène elle est vraiment abusée quoi dans le truc de. Oui, la scène tu vois, mais c'est pour que tu dises ah ouais c'est le perso que j'ai vu au début du film machin. Ouais, mais tu pouvais le faire comprendre, j'allais dire plus subtilement, mais en tout cas pas forcément par le dialogue. Ça dépend. Surtout que pour des débiles comme moi, tu vois. Mais non, mais pas des débiles comme ça. Je veux dire, surtout que ça me sort du film parce que c'est pas comme si le film était très bavard et très appuyé dans ses dialogues. Je trouve que les dialogues, non, tu vois, ils sont. Ouais, il te sort un peu du film parce qu'il est un peu, il a un ton un peu différent à ce moment-là. Voilà, c'est ça qui est d'un coup, le perso il commence à te dire qu'il se sent seul et tout, et qui te dit ah putain toi aussi, et tu fais oui, mais on l'avait compris, mais surtout t'as jamais appuyé à ce point-là dans les dialogues, donc ça m'a un peu sorti du truc pour le coup. Après, voilà, et même les flashbacks aussi, parce que moi j'ai un problème avec les flashbacks. Quand on me met des flashbacks dans la tête comme ça, je peux pas. Moi. Pour le coup, des fois, il y a des passages en mode pour bien que tu captes. Flashback ? Quel flashback ? En fait, on te montre des images qu'on a vues dans la première partie du film pour te faire comprendre des trucs, tu vois. Ah oui, ok. Mais qui sont très succincts en plus, hein, tu sais, c'est très succinct, mais j'aime pas du tout cet effet-là parce que j'ai l'impression d'être pris pour un gros débile. En fait, t'as pas compris le truc. Mais bon, voilà, il y a quelques trucs comme ça, je trouve, dans le film, au milieu du film, qui m'ont un peu dérangé, voilà. Mais et c'est peut-être aussi pour ça que je comprends, enfin. J'ai pas compris le prix du scénario, parce que c'est pas que le scénario soit pas bien ou quoi, mais je trouve ça très bizarre de filer le prix du scénario à ce film, parce que c'est pas du tout là où il brille vraiment, ouais. Je trouve. Mais sinon, oui, je me devais de dire les défauts du film, parce que je pense qu'on est très dithyrambique sur le film, pour le coup, et qu'un des meilleurs films de l'année, mais voilà, moi, c'est un peu ces scènes-là qui m'ont gêné. Toi, je sais pas s'il y a des trucs qui t'ont peut-être gêné dans le film, ou pas du tout. Non, bah, moi, non, pas du tout. Moi, j'étais à fond tout le temps, donc moi, je vais pas mentir, je vais pas dire, ouais, il y a des trucs qui m'ont gêné, si rien ne m'a gêné, donc non. Non, t'as pas vu de défaut, non, mais ça non, moi, j'ai beaucoup aimé, je peux comprendre que la fin, divise, mais moi, je l'aime pas. Donc, voilà. Bah, écoute, on va parler de la fin, on va spoiler, même si, bon, on a peut-être un petit peu spoilé des trucs, mais je pense que ça ira pour la compréhension, mais ouais, bon, bah, à la fin, on a cette espèce de je crois que c'est Elisa Sue Monstro. Ouais, Monstro, Elisabeth, ou je sais plus, ouais. Elisa Sue Monstro, un truc, Elisabeth Sue Monstro, un truc comme ça, mais en gros, c'est la fusion des deux. Il y a cette espèce de monstre,
qui arrive, quoi, avec le visage de Margaret Qualley, le visage de Demi Moore qui est implanté en une seule personne et bah qui va se rendre à la fameuse première live et qui va éclabousser un peu tout le monde de sang, quoi. Et ouais, là ça part dans le grand guignol. Là, pour le coup, là, toute ma salle a rigolé, hein. Bah complètement, hein. Moi j'ai eu un fou rire, hein, sur la scène finale. Mais c'est cette scène que je me suis fait spoiler, j'ai vu du sang sur le public, j'ai dit c'est quoi c'est quoi de ce film là, et c'est pour ça que j'ai maté le film au final. Et effectivement, après j'ai dit bah ça fait penser à Carrie, dans le délire ça fait penser un peu à Carrie. Je pense que c'est un peu voulu aussi, mais je sais pas, ouais, moi j'ai bien aimé ce passage-là. Ça me fait penser à Carrie, ça me fait penser aussi un peu à un film de Peter Jackson, la Brain Dead, un truc qui se finit vraiment en truc ultra gore, mais ça devient tellement cartoonesque que ça devient drôle en fait. Ah oui, mais complètement. Tu prends plus trop le truc au sérieux, mais j'aime bien aussi que ça soit un peu grotesque, quoi. Ouais, ben après et le film l'assume, hein. C'est pas comme si c'était c'est pas voulu par le film et tout. Tu sais, t'as le moment où le espèce de monstre, enfin tu vois le personnage d'Elisabeth même qui est complètement transformé en vieille, qui est même pas en monstre, tu sais, qui s'est juste fait cannibaliser entièrement par le personnage de Sue, et tu sais, Oui. qui est en vieille femme horrible et qui pousse l'espèce de tableau, quoi, et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, tu vois. Et à un moment tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et même la bataille et tout entre les deux. Mais ouais, on a un peu de pitié, ouais, pour ce monstre à la fin, quoi, en fait. Bah de fou. Ouais. Et moi je trouve qu'encore une fois on revient sur le fait de caricaturer le male gaze pour en faire quelque chose de monstrueux. Bah là c'est vraiment ça, quoi, le discours du film. Discours du film qu'il y a beaucoup de gens ont dit ça brasse pas beaucoup de sujets et tout. Je trouve pas qu'un film ait besoin de brasser tous les sujets possibles, inimaginables vis-à-vis de ça. Moi je trouve que le film il parle d'un sujet précis, celui-là, comme celui dont on a parlé, et il le traite bien, et tu peux le traiter sur un seul film. T'as pas besoin de brasser, je sais pas combien de sujets sur le féminisme ou quoi, là. Juste il y a plein de bons films qui sont faits sur une idée simple ou sur un sujet simple, quoi. La guerre c'est mal, et voilà, on te fait tout un film autour de ça. Et tu vois ce que je veux dire, tu vois, mais c'est pas le problème, c'est pas ça. J'ai pas vu ces critiques, mais oui, non, mais il y a un thème principal et ça suffit. Après, je pense que tu peux voir autre chose dans certains moments. Et surtout, je pense que le film est beaucoup plus riche que ce que beaucoup de gens ont vu, tu vois. Oui. Je pense que même il y a des trucs qu'on a dit, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vu du tout et qui sont vraiment dans le film, quoi. Et je pense que, bon, je m'avance un peu, mais je pense que le film va potentiellement devenir culte. Ouais, il y a moyen. Et je pense en tout cas qu'il a marqué son année, quoi. Ah, complètement. Je pense que ce sera un des films de l'année 2024. Je sais plus quelle année on est. Mais ouais. Et je voulais parler d'un autre truc. Oui, vas-y. Le système du SAV, là, il sert à rien, le SAV. De quoi? Parce que, bah, tu sais, elle a un numéro à appeler quand ça va pas avec la substance. Oui, mais c'est pour arrêter. C'est quand tu veux arrêter. Ouais, voilà, il y a que, oui, mais c'est que ça, quoi. Bah, de toute façon, c'est soit tu veux qu'il fasse quoi. Enfin, en fait, mais après, elle l'appelle parce que, tu sais, à chaque fois, elle se dit, enfin, elle a ce truc de double personnalité, où elle dit, mais j'en ai marre de l'autre. Tu dis, mais vous êtes l'autre. Vous êtes une seule personne et tout. Mais oui, en fait, je crois que ça sert que à arrêter le truc. Après, tout le truc de la substance, de l'organisation qu'il fait, c'est très vague et, enfin, on s'en fout, tu vois. T'as pas besoin de savoir d'où ça vient, etc., quoi. Non, mais j'ai vu un mème, c'est pour ça m'a fait rigoler. En mode, à chaque fois qu'Elisabeth, elle appelle, le mec, il est en mode, elle me fait chier celle-là. Ouais. Oui, bah oui. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ce truc-là, quoi. Mais écoute, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur le film. Moi, j'aime bien la scène où elle traîne le corps de Margaret Qualley. Oui, qui est devenu aussi un mème. Il y a beaucoup de trucs qui sont devenus des mèmes, qui sont très drôles, je trouve. Et c'est très sympa. Et le moment où elle perd ses dents aussi. Qu'elle doit rigoler devant les gens. Ah oui. Ouais, il y a une certaine tension à ce moment-là qui est assez gênante, quoi. Ouais, mais c'est rigolo parce que ça devient un mème, mais quand t'as pas le contexte, c'est complètement autre chose, quoi. Et ça, c'est drôle. Ouais, bah écoute, moi bah voilà, pour conclure, je suis assez séduit par le film et de comment elle reprend le male gaze, l'embrasse pour enfin pour le détourner, quoi, en fait, à la fin. Et ça donne un super film en plus qui est très beau, très bien mis en scène et très bien joué. Donc ouais, moi c'est un film que vraiment j'ai beaucoup aimé, quoi. Ouais, qui parle d'Hollywood aussi, hein. Bah c'est ça, oui, en tout cas des femmes à Hollywood. Ou même des femmes dans le monde du spectacle, et après on peut même étendre ça aux femmes dans la société, je pense aussi dans notre société qui est encore assez patriarcale, donc ouais, je valide. C'est validé. Je valide aussi. Et bah écoute, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui sort là cette semaine, Ista? Et ben il sort
un gros film, c'est Gladiator 2, la suite de Gladiator de Ridley Scott. Oh merde, eh ben ça va être un gros morceau là aussi, donc on va en parler la semaine prochaine et on parlera aussi de Pingouin très bientôt sur la nuit des sorties, donc accrochez-vous. Et est-ce qu'on se quitterait pas là, Ista? On peut. Et bah n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa pour le référencement, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, voilà, venez nombreux, vous connaissez, et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine et autres critiques. Ista. Oui, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.